On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneure et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sans doute nombreuses et nombreux à connaître le travail de Léa qui s'occupe du blog et compte Insta Manipani, où elle partage les secrets de la vie de famille à la Scandinave. Léa vit actuellement à Copenhague au Danemark et explore depuis une dizaine d'années une culture de l'enfance et de la famille bien différente de celle que nous connaissons en France. Là-bas, la priorité est donnée aux familles, de la grossesse jusqu'à l'école et même dans la vie professionnelle des parents. Alors, quels sont les secrets de cette culture où le bien-être et l'épanouissement des familles sont placés au premier plan, bien à l'opposé de notre modèle souvent marqué par une relation de domination envers les enfants ? Qu'est-ce qui change concrètement dans le quotidien des parents et des enfants dans les pays d'Europe du Nord ? Je ne vous cache pas que cet épisode m'a donné quelques envies d'expatriation. Alors, je vous souhaite un très beau voyage au cœur de la Scandinavie. Bonjour Léa. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ouais, ça va bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et de profiter de ta venue à Paris, toi qui vis à Copenhague, avec tes 3 enfants pour parler d'un sujet qui nous fascine tous en France, l'éducation dans les pays scandinaves. Alors je dois te l'avouer, j'ai une certaine admiration et même une pointe de jalousie pour les modèles éducatifs des pays d'Europe du Nord. Ce n'est pas un mythe, ces pays figurent parmi les plus heureux du monde. Selon un rapport parrainé par l'ONU publié en 2024, le Danemark serait d'ailleurs classé en 2e position. Et ce bien-être concerne évidemment les familles, car la société s'est organisée pour répondre aux besoins des parents et des enfants. Tu es d'ailleurs l'une des grandes ambassadrices de cette parentalité à la Scandinave, puisque depuis quelques années, tu partages tes secrets à travers ton blog et ton compte Instagram Manipani, qui rassemble respectivement 80 000 visiteurs uniques sur le site internet par mois et plus de 100 000 abonnés sur Insta. Quel chiffre! Alors aujourd'hui, nous nous rencontrons à l'occasion de la sortie de ton livre aux éditions DBS, un condensé de tes conseils pour repenser notre manière d'être avec les enfants à la Scandinave. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous raconter et nous rappeler pourquoi tu es allée t'installer au Danemark ? Oui. Alors, merci pour cette présentation. J'ai rencontré mon mari en Afrique du Sud et il est danois. Donc on a commencé d'abord une relation à distance et puis ensuite on a décidé de fonder notre famille à Copenhague. C'était une décision un peu difficile dans le sens où moi je suis du sud de la France, donc j'adore le soleil et la vie en extérieur. Mais en même temps, mon père est danois. Donc j'avais une partie de ma famille, j'ai une partie de ma famille au nord de Copenhague et depuis que je suis toute petite, je passe mes vacances là-bas l'été. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de vivre un peu plus pleinement cette vie à la Scandinave en me disant que je resterais peut-être 4-5 ans. C'était pas un engagement pour la vie et puis finalement, ça fait 10 ans et on n'a pas encore prévu de déménager. Qu'est-ce qui t'a tout de suite marqué d'un point de vue éducatif quand t'es arrivée dans ce pays ? Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est la place de l'enfant. J'ai tout de suite remarqué que l'enfant était au cœur de la société et l'enfant tel qu'il est. Donc on n'a pas des attentes autres que les attentes envers un enfant et ce qu'on sait maintenant des enfants, donc qui sont pas des mini-adultes, ils sont encore en développement, leur cerveau aussi, ils ont des instincts qui les poussent à agir de façon différente que les adultes et que du coup cette place était respectée et cette vision de l'enfant les poussait à atteindre un épanouissement, un bien-être et une confiance en eux.
Est-ce que tu en avais déjà connaissance de tout ça avant de t'installer dans le pays ou pas du tout? Non, pas du tout. Je pense que j'avais jamais réfléchi à tous ces sujets. J'avais 28 ans, je suis tombée enceinte par surprise, donc c'est pas du tout un projet où j'ai réfléchi à ça avant, à l'éducation, donc c'était vraiment tout nouveau pour moi. Mais j'ai quand même tout de suite ressenti une attirance pour cette façon de penser. Et vraiment, je sentais, ah oui, ça correspond totalement avec ce que j'ai envie de faire. Et aussi, ça a vraiment résonné par rapport à l'éducation que j'ai moi-même eue de mon père ou les comportements que pouvait avoir ma grand-mère aussi danoise. Qui, je pensais que c'était vraiment leur personnalité et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était leur culture. Alors, on va y revenir un peu sur toutes les tranches d'âge des enfants, ou du moins jusqu'aux 10 ans, puisque ton aîné, a 9 ans. Et on va commencer par la grossesse et par les débuts de la maternité, puisque dans ton livre, tu rappelles que le congé parental dure 10 mois et que les bébés ne peuvent pas être admis en crèche avant cet âge-là. Alors c'est vrai que c'est très différent avec ce qu'on connaît aujourd'hui en France. Comment se déroulent de manière générale les premiers mois de vie d'un bébé en Scandinavie ? Alors un bébé en Scandinavie, il reste du coup pendant 10 à 12 mois avec ses parents, papa ou maman. Les parents bénéficient d'un congé parental, donc c'est eux qui prennent la décision de qui reste à la maison. Ils se répartissent les durées qu'ils souhaitent. Il y a une petite partie obligatoire pour chacun, mais de manière générale, ils se répartissent comme ils le souhaitent. Et les bébés danois et scandinaves sont beaucoup baladés à l'extérieur. Donc on voit beaucoup de poussettes dans les rues de Copenhague, dans les rues de Stockholm, des poussettes en balade, des poussettes devant les cafés parce que les bébés font la sieste. On voit beaucoup d'enfants aussi, après quand ils grandissent, ils sont beaucoup sortis. Donc ils font beaucoup d'activités dès le plus jeune âge et la société propose aussi beaucoup d'activités pour ces familles. Donc on peut faire du sport avec bébé, aller au cinéma avec bébé, aller au restaurant avec bébé, c'est toujours adapté. Voilà, ça fait vraiment partie, en général, les parents trouvent ça hugueux, cette partie du congé parental, parce que c'est vraiment un moment pour profiter de la ville, de ses amis aussi en congé peut-être, de sa famille, et voilà. Est-ce que ça veut dire que la place du père est aussi relativement différente, je suppose, par rapport à ce qui se passe en France, du fait de ce partage différent du congé? Est-ce que le père, dès les premiers mois de vie du bébé, est très investi dans sa vie? Oui, alors moi je vois beaucoup de pères très investis en France. Donc, c'est vrai que c'est en train de changer. Oui, alors en tout cas les pères que j'ai autour de moi en France, je les vois très très investis. Donc j'arrive pas trop à me dire qu'ils sont plus investis au Danemark, mais en tout cas ils ont plus l'opportunité de le faire, peut-être plus facilement, puisque après la naissance du bébé, ils ont 2 semaines déjà. En général, on voit le rôle du papa dans beaucoup de jeunes familles, c'est de balader le bébé. Parce que, comme tu l'as compris, il balade beaucoup les bébés dès la naissance pour les siestes. Et donc, on voit beaucoup de papas avec les poussettes se balader autour du lac, se balader au parc, ou alors les papas avec les bébés dans le porte-bébé, peut-être la maman après l'accouchement. Voilà, c'est un peu difficile de porter tout de suite, donc c'est le rôle du papa de faire ça. Ça permet aussi aux mamans, souvent, quand on vient d'accoucher, on est souvent en hypervigilance. Donc finalement, tant que le bébé est dans la maison ou dans l'appartement, on a du mal à se relaxer, à prendre une bonne douche. Mais s'il est dehors et qu'on sait qu'il aime bien se balader et qu'à chaque fois il s'endort, et ben, ça fait vraiment une vraie pause aussi pour la maman. Voilà. Après, forcément, avoir un congé aussi parental, le papa est aussi obligé de prendre des semaines qui sont souvent prises, semaines voire mois, à la fin du congé vers les 10 mois du coup. Et c'est souvent les pères qui font l'intégration à la crèche. Parce qu'au Danemark, en Scandinavie, ils suivent vraiment le rythme des enfants et des bébés. Donc l'adaptation à la crèche peut être très longue. Selon le rythme de l'enfant, ça peut être jusqu'à 3-4 semaines avant qu'il fasse des journées complètes. Et donc c'est souvent le père qui fait ça, alors que la maman est retournée au travail et ne s'occupe absolument pas de tout ça, de la logistique de la maison. Et elle se concentre sur retourner au travail après 11 mois de pause. C'est aussi
faut se réhabituer mentalement. Hein. Ça, c'est clair. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton livre, c'est que tu expliques à quel point aussi en Scandinavie, on est loin de la surmédicalisation ou de l'interventionnisme plus présent en France, notamment autour de la maternité, de la grossesse, de l'accouchement. Comment est-ce que toi, tu as vécu ces phases-là de ta vie là-bas ? Alors, moi, c'est bien tombé, mais ça me correspondait totalement. Ça m'a vraiment parlé tout de suite, cette vision de voir l'accouchement comme un événement naturel, que mon corps a été fait pour ça, que bien sûr, en cas de besoin, on utilise la médecine qu'on a aujourd'hui, mais dans tout cas, essayer de se mettre dans cette optique que je vais trouver la force en moi et je vais en tout cas essayer. Ça m'a beaucoup plu et ensuite ça continue avec les bébés, puisque quand le bébé naît, il est conseillé de ne pas lui donner de bain tout de suite en Scandinavie, donc ils attendent quand même plusieurs jours, voire semaines. Il est conseillé de les laver à l'eau, pas mettre de savon, pas mettre de crème. Il y a beaucoup moins de produits pour les bébés. Et les produits pour les bébés qui existent sont sans parfum, vraiment avec le minimum possible. Et c'est vraiment les informations qu'on nous donne, c'est que ça abîme le pH naturel de la peau et que ça rend dépendant, en fait, dès tout le petit âge. La peau va devenir dépendante à tous ces traitements, finalement, et ne saura pas se réguler toute seule. Et je le vois sur moi, hein, j'ai tout le temps besoin de mettre de la crème sur mes lèvres, sur tout, et j'ai été badigeonnée de crème. Et autour de moi, je vois qu'au Danemark, ils ne le font pas autant. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappée, c'est que vous restez très peu longtemps en fait à l'hôpital une fois que vous avez accouché. Ouais, c'est 4 heures après l'accouchement, si tout s'est bien passé. Ouais. Après, autant que possible, hein, tout bien passé, mais s'il n'y a pas eu d'intervention non classique, on va dire. Et puis, bien sûr, si la personne, je sais que je parle beaucoup avec des parents français qui habitent à Copenhague, et je sais que parfois, ça bloque un peu, et donc ils font la demande de rester plus longtemps, et donc, bien sûr, ils sont autorisés à rester plus longtemps. Mais on laisse plus de liberté, en effet, aux parents, voilà, s'ils ont envie d'être chez eux, de pouvoir le faire. Ouais. Et en général, les parents veulent ça. Ouais. Ils veulent rentrer vite chez eux, être dans leur cocon, même si ça fait très bizarre de mettre un bébé de 4 heures dans un siège auto. Ouais. Oui. Bon, en même temps, un bébé de 2 jours, ça fait aussi très bizarre. Oui, ça change beaucoup, oui, effectivement. Oui. Alors, souvent, ce qu'on se dit en France, sur ces sujets de congé maternité, il y a beaucoup de débats, en effet, autour de l'allongement. Et souvent, ce qu'on entend du milieu économique, du milieu de l'entreprise, c'est comment est-ce que les entreprises s'organisent avec des durées de congé aussi longs, voilà, en termes de remplacement, etc. Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue de la vie active au Danemark pour intégrer pleinement cette place pour la parentalité, pour le temps de l'enfant et du bébé? Alors déjà, en Scandinavie, la famille, c'est plus important que le travail. Pour tout le monde. C'est important de le rappeler. Ouais, donc déjà, ça met un peu les bases des décisions qui vont être prises, puisque pour tout le monde, peu importe l'échelle et peu importe la position dans une société, la famille passe d'abord. Donc, peu importe où on se trouve dans la hiérarchie, déjà, la société n'est pas très hiérarchisée, c'est assez horizontal, mais peu importe la position qu'on a dans la société, on va, dans tous les cas, aussi certainement avoir un enfant à un moment et aussi prendre ce temps. Donc, c'est normal, on va dire. C'est admis et c'est même attendu. Après, concrètement, bien sûr, pour les entreprises, c'est une organisation, mais en même temps, remplacer quelqu'un 3 mois ou remplacer quelqu'un 11 mois, c'est peut-être plus facile de remplacer quelqu'un plus longtemps aussi. Parce que trouver une organisation juste pour 3 mois, j'ai envie de dire, selon le poste qu'on a, c'est pas vraiment possible. Donc finalement, la maman part en congé mat pendant 3 mois, son poste n'est peut-être pas remplacé, c'est les collègues qui vont se prendre une charge de travail supplémentaire, donc ça donne aussi un peu une ambiance, des fois, à ce que j'entends, un peu compliquée. Et puis au retour, c'est direct à fond. Il n'y a pas d'intégration un peu plus progressive. Ouais, ça c'est un vrai sujet en France. Voilà. Après, le monde du travail, de manière générale, est aussi beaucoup plus libéral au Danemark, puisque on peut embaucher très facilement et se faire aussi licencier très facilement. Donc, on peut se faire licencier sans vraiment aucune raison comme ça.
Ouais. Et donc, tout est beaucoup plus flexible. Donc, c'est plus facile. Ouais, c'est un autre modèle. Et je me demandais d'ailleurs sur les entreprises, comment ça se passe aussi sur la place de la famille une fois ces congés terminés pour s'organiser pour la vie scolaire des enfants. Il me semble qu'en termes de tranche horaire, vous êtes aussi beaucoup plus libre sur les heures de départ du bureau, etc. Comment Ouais. est-ce que ça s'organise ensuite autour de la parentalité ? Il y a beaucoup de flexibilité. Donc, chaque famille s'organise un peu comme c'est possible par rapport au poste. Mais ce que j'observe beaucoup, c'est des tranches horaires en décalé. Donc, souvent, un des parents emmène les enfants, l'autre arrive très tôt au travail, et ensuite, inversement le soir, l'un des parents part vers 15h30, va récupérer les enfants, et puis l'autre reste plus tard. Ça permet de faire des horaires finalement sur la semaine normale, et de quand même s'occuper des enfants à tour de rôle. Il y a aussi, c'est quand même très admis depuis le Covid, le télétravail, ce qui donne beaucoup de flexibilité et de gain de temps. Et ensuite, les Scandinaves font très peu de pauses. Donc là, par exemple, j'étais à Paris pendant 2 jours, et puis je vois à midi les grands groupes de collègues qui vont manger. Alors ça, on le voit pas du tout en fait à Copenhague. Les gens font très très peu de pauses, même au cours de la journée, café, etc. C'est très efficace. On vient travailler pour travailler, même si on aime ses collègues. Ce qu'on veut, c'est rentrer chez nous, retrouver notre famille ou faire son sport ou ses activités, mais le travail, ça reste le travail. C'est pas notre vie, c'est une partie de la vie. Comment ça se passe pour les vacances scolaires ? Les vacances scolaires, il y en a beaucoup moins. En fait, le système est organisé différemment. Donc, il y a à peu près, je crois, 7 semaines de vacances scolaires. Ah oui. Quand vous en avez 2, en général, nous, en fait, à chaque fois, on a la moitié. Ok. Ouais. Donc finalement, ça laisse beaucoup moins de vacances qui correspondent pas avec les parents. Et l'équivalent du centre aéré est pratiquement toujours ouvert. Donc toute l'année, finalement, les enfants peuvent rester au centre aéré, qui fait partie de l'école. C'est pas un supplément comme en France. Et donc du coup, beaucoup d'enfants. Enfin, nous, la semaine prochaine, on part pas en vacances, par exemple, pour février. Les enfants seront au centre aéré de l'école. Voilà. Justement, j'aimerais qu'on parle de l'école parce que c'est aussi l'une des majeures différences entre nos 2 sociétés. Comment est-ce qu'il fonctionne, ce système scolaire danois ? Alors, le système scolaire danois, il y a pas mal de différences. Alors déjà, la préoccupation principale, c'est le bien-être des enfants. C'est la première ligne des lignes pédagogiques du ministère, des villes, enfin de la ville de Copenhague, c'est celle-là que j'ai lue, et puis aussi de chaque école. Ensuite, chaque école est obligée, selon la loi, depuis quand même les années 90, d'avoir un programme anti-harcèlement. Donc ça, c'est les fondements, on va dire, du système scolaire, que les enfants s'épanouissent. S'ils s'épanouissent, ils apprennent bien. Et l'épanouissement doit être aussi bien social qu'académique. Donc, à la maternelle, les enfants n'ont absolument aucun apprentissage académique. C'est seulement l'apprentissage social, faire partie d'un groupe, comment je me comporte en communauté, comment je respecte des règles de la communauté qui peuvent être différentes à la maison, comment je règle des conflits. Et donc, c'est beaucoup de jeux libres ou de jeux aussi accompagnés. Mais dans le jeu libre, ils apprennent beaucoup, les enfants. Comme tu le sais, ils sortent beaucoup à l'extérieur. Donc, il fait froid, il pleut, il y a de la boue, donc il y a beaucoup d'équipements. Alors, ils apprennent l'autonomie, s'habiller, se déshabiller plusieurs fois dans la journée. Ça peut prendre quand même pas mal de temps quand ils sont 3 ans. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de leur vie, de devenir autonome. Et donc, pour le livre, j'ai interviewé quand même pas mal de professionnels de la petite enfance, dans les écoles, etc. Et vraiment, à chaque fois, ce qui en ressortait, c'est que le but, c'est de faire des bons petits citoyens qui savent se comporter en groupe, tous vivre ensemble, tous se tolérer. Et ensuite, on peut démarrer les apprentissages. Apprendre à lire, à écrire. Donc, ça commence plus tard, tout ça. Et même quand ça commence, donc on va dire au CP, c'est l'apprentissage académique est réservé que les matins. Donc ça veut dire qu'à partir de midi, à peu près midi selon les écoles, c'est encore une fois du jeu libre, une cour énorme où les enfants jouent librement. Il y a quand même beaucoup de jeux de société aussi à disposition. Foot, basket, c'est vraiment énorme. Les cours de récréation
rien n'est fermé. Donc, en théorie, ils pourraient sortir, mais ils ne le font pas. Donc, ils ont beaucoup de liberté. Je dirais, il n'y a pas énormément de règles. Ce que tu mettais dans ton livre, c'est qu'il y a une place aussi très importante aux activités extrascolaires. Oui. Mais ils ont plus de temps, en fait. Les enfants n'ont pas école l'après-midi. Les parents ont la possibilité de partir plus tôt du travail. Moi, au début, j'étais pas encore habituée à ce système. Donc, je venais chercher les enfants vers 4h30, ce qui me semble déjà assez tôt. Et en fait, c'était tout le temps les derniers. Et alors, du coup, quand j'étais en congé mat, je me suis dit « Ah, cool, là, je vais pouvoir enfin les récupérer tôt. » Parce que forcément, au bout d'un moment, ils râlaient un peu aussi d'être toujours les derniers. Et donc, je me suis dit, cool, je vais les chercher tôt et tout, vers 3h. Et en fait, j'ai découvert un monde. C'est qu'en fait, vers 3h, il y avait plein d'enfants déjà qui partaient, de parents qui n'étaient pas en congé mat. Donc ça, c'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Ouais. Ouais. C'est fou. Et en effet, c'est ce que je lisais dans ton livre, c'est que tu dis que souvent, les écoles sont sans clôture. Ouais, sans clôture, sans portail. Des fois, elles n'ont même pas de cours. Si elles sont en centre-ville de Copenhague, il n'y a pas d'espace extérieur. Donc l'espace extérieur, c'est la place. Et donc, les enfants jouent là. Donc, tu vois des enfants jouer à l'heure de la récré. J'ai fait un réel sur ça, sur Mani et Pani, parce que c'est trop drôle. Et les enfants jouent là, au milieu du square. Et puis, il y a des passants qui passent. Voilà. Et alors, comment ils font d'un point de vue de la sécurité ? Eh ben, je pense qu'ils considèrent qu'ils ont expliqué aux enfants... En fait, pour eux, quand je leur dis que c'est bizarre que ça soit ouvert et que nous, on ferme tout, ils disent « Mais pourquoi vous les enfermez ?» L'enfant, il n'a pas envie de s'échapper. C'est vrai que par principe, si on te met des barrières, tu as envie de passer de l'autre côté. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait ça. J'avais tout le temps envie de passer de l'autre côté quand j'étais... Bien sûr. Mais si on n'a pas... T'as pas envie d'aller... L'humain et l'enfant, c'est un être social. Donc, si toute la classe est ensemble, il n'a pas envie d'aller tout seul. Et puis, s'il le fait une fois, on lui réexpliquera les règles. En fait, les enfants n'ont pas envie de sortir du cadre normal s'il est logique. Et d'un point de vue pédagogique, qu'est-ce qui change ? Parce que, comme tu le mets bien en lumière, l'important, c'est le bien-être de l'enfant. Donc, je suppose que la confiance, la bienveillance, c'est des valeurs qui sont portées au quotidien par les équipes éducatives. Qu'est-ce qui change dans les méthodes d'apprentissage ? Ils respectent beaucoup le rythme de chaque enfant. Donc, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre pour chaque individu à se développer et beaucoup de tolérance aussi sur les différences. Ils les apprennent très tôt. Il y a énormément d'écoles déjà primaires avec des enfants aux besoins spéciaux qui vont du coup être accompagnés par un adulte supplémentaire. Et les enfants comprennent très vite que peut-être cet enfant a des règles différentes par rapport à ses besoins et à les accepter. Donc peut-être que cet enfant, par exemple, quand tout le monde est dehors, des fois il pleut, il y en a certains qui veulent vraiment rentrer, ils n'ont pas le droit. Peut-être cet enfant-là, lui, aura le droit. Mais c'est comme ça. Il en a besoin. Et les enfants apprennent très tôt cette différence de besoins et s'adapter aux besoins de chacun pour que chacun, encore une fois, s'épanouisse avec sa propre personnalité et rythme de développement. J'ai pas re-regardé les résultats dans le rapport PISA du Danemark, mais je suppose que vous êtes mieux classé que nous, en plus en termes de performance. On n'est pas très loin. On est un petit peu au-dessus, mais pas non plus. Enfin, c'est pas non plus flagrant. Mais en tout cas, en se focalisant sur le bien-être de l'enfant, on n'a pas des résultats moins bons. Ouais. Et en commençant l'académique plus tard, on n'a pas des moins bons résultats qu'en le commençant très tôt. Et je regarderai, mais parce qu'en France aussi, un chiffre qui est particulièrement préoccupant, c'est le creusement des inégalités entre les résultats des enfants les plus favorisés et des enfants les plus défavorisés. Je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez, vous, au Danemark, mais en France se créent de plus en plus des ghettos scolaires où en fait les enfants de milieu favorisé se retrouvent tous dans un même établissement et les enfants de milieu défavorisés sont tous dans un même établissement. Et donc on sait qu'en effet, ça creuse d'autant plus les écarts d'inégalité. Ouais, j'ai pas trop de connaissances sur ce sujet-là. Non, mais je regarderai. C'est pas quelque chose que j'entends comme sujet d'actualité. Après, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'inégalités dans une classe, mais c'est assez normal, puisque au Danemark, quand tu rentres au CP, tu vas garder la même classe. En fait, l'école primaire est avec le collège. Donc, tu restes dans le même établissement scolaire de tes 6 ans à tes 15 ans et tu gardes la même classe dans la plupart des établissements. Donc, forcément, il y a des différences de niveau dans une même classe,
Mais c'est aussi admis parce que c'est rare. Ça peut arriver qu'il y ait un enfant qui excelle dans tout. Mais comme ils font aussi beaucoup d'extérieur, il y a le côté social qui compte beaucoup, les maths, la lecture, il y a tout qui compte. Ils ont tous un point fort ou un point où ils sont... et comme il n'y a pas de notes, même nous en tant que parents, on ne sait pas forcément où ils se situent. Bien sûr, s'il y a un énorme écart en bas ou en haut, je pense qu'on est au courant. Ça ne m'est pas arrivé. Donc, je pense que moi, mes enfants sont totalement dans la moyenne. Et la moyenne est très grande. C'est une moyenne très grande parce que il y a beaucoup... Les repères, si tu veux, placés sur les enfants sont beaucoup plus larges. Ouais, bien sûr. Donc, il y a des enfants... Déjà, je le vois entre mes 2 enfants. Hein. Le premier, il a commencé à lire en CE1, ce qui paraît tard. Et le deuxième, maintenant, il a commencé à lire pratiquement dès la rentrée parce que tout de suite, on lui a mis à disposition des petits livres à son niveau et il pouvait tout de suite lire. Et pourtant... Oui. Moi, j'ai rien fait, Oui, le système, c'est le même, Mmh. et donc ça montre bien que... Qui s'adapte au rythme Qui de chacun. s'adapte, et puis j'ai rien entendu avec le premier, j'ai rien entendu avec le deuxième non plus. Ah, c'est super, il sait déjà lire, tu vois, c'est pas un sujet. Est-ce que vous avez un fonctionnement d'école publique et privée ? Oui, ouais, il y a des écoles publiques et des écoles privées. Moi, ce que je partage, c'est toujours les écoles publiques, puisque mes enfants vont à l'école publique. Je n'ai pas entendu d'énormes différences de fonctionnement. Les écoles privées autour de chez moi, c'est des écoles souvent internationales. Très bien. J'aimerais aussi qu'on revienne sur un point important, tu l'as évoqué, c'est le lien à la nature et la vie en plein air. Donc les bébés, je sais que, comme tu le disais, en effet, ils pratiquent beaucoup la sieste dehors et on en connaît les nombreux bienfaits. Et à l'école aussi, ça se voit, ce lien fort à la nature, à l'extérieur, comme tu le disais, et à la maison, puisque tu donnes notamment cet exemple des feux de camp qui ont une place centrale dans le quotidien. Peut-être que tu peux revenir là-dessus et un peu nous dire comment en fait, cette vie en extérieur est si centrale dans la vie des enfants. Alors, les feux de camp, c'est vraiment une tradition en Scandinavie. Donc, toutes les écoles, à partir des maternelles, ont des feux de camp dans la cour. Et donc, en général, ils font ça le vendredi. C'est la journée du feu de camp. Donc, ils font un immense feu de camp. C'est toujours un espace très grand avec plein de petits bancs en bois autour et puis un espace couvert parce que, il pleut souvent. Et les enfants se réunissent autour du feu de camp. Ils peuvent aider à préparer le feu, à couper le bois avec les haches. Et ensuite, souvent, ils font à manger sur ce feu de camp. Donc, et alors, des fois, ça peut paraître aussi un peu bizarre, mais ils vont enlever les plumes, par exemple, de faisan et les cuire directement, puis les manger. Vraiment voir toute la chaîne toute la chaîne entre l'animal, puis ensuite dans l'assiette. Donc, c'est des activités, on va dire, courantes. Ouais. Ensuite, pratiquement dans toutes les aires de jeu ou parcs, pareil, il y a des aires pour faire son petit barbecue, ce qui facilite les anniversaires pour tous, parce qu'à l'école, tous les enfants doivent être invités aux anniversaires, pour éviter l'exclusion. Et donc, souvent, les anniversaires se passent dans les aires de jeu. Et peut-être, des fois, ils vont aussi faire un feu de camp, faire cuire quelques saucisses pour les enfants, voilà, donc c'est... Nous, on a un brasero dans le jardin aussi. Beaucoup de gens ont un brasero dans le jardin pour faire cuire des marshmallows, boire un chocolat chaud autour et passer un peu de temps dehors, même s'il fait froid. Ah, c'est chouette. On va en parler justement de la vie en famille. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué à la lecture de ton livre, c'est l'esprit de communauté qui règne au Danemark et cette notion d'entraide. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui. Je pense que ce qui ressort beaucoup, c'est que quand tu as un enfant en Scandinavie, tu n'as pas l'impression que c'est toi et ton enfant un peu contre tout le monde, mais que ça devient un peu un projet de société. Tout le monde a l'intérêt à ce que cet enfant évolue comme il faut, avec les bonnes valeurs que tu veux pour ta société. Donc c'est un investissement de la part de tous finalement, que les enfants, c'est les citoyens de demain, c'est ceux qui vont prendre les décisions pour nous plus tard. Donc c'est la responsabilité de tous qu'ils soient éduqués et inculqués, que toutes ces bonnes valeurs leur soient inculquées. Donc tu travailles vraiment en équipe, on va dire, avec le corps enseignant, par exemple, où il y a beaucoup de partage, discussion, partage des doutes, mais aussi
tu as toujours l'impression que les enfants sont un peu surveillés par tout le monde. Donc souvent les gens disent ah mais les bébés dehors, ils sont laissés tout seuls. Oui mais en fait tout le monde les surveille. Tout le monde les surveille un peu. Si quelqu'un commence à faire quelque chose de bizarre, tout le monde a en tête il y a un bébé là. Ou si tu fais du vélo avec les enfants et qu'ils sont un peu petits, tu verras que les voitures elles passent doucement à côté. Donc voilà, tu ressens que c'est un projet de toute la communauté. Ouais. Est-ce que vous avez cette situation dont on parle toujours en France, du train, où quand on est parent en France et qu'on prend le train avec ses enfants, on est toujours dans une situation où on se sent hyper mal parce qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde mal, parce que l'enfant fait trop de bruit, que ça gêne les autres et qu'on est au final très seul en fait dans cette expérience du transport. Ouais, non, pas du tout. Et puis, je pense que je vais même aller plus loin. Il y a beaucoup de sorties scolaires dans les écoles au Danemark, dès la maternelle, même dès la crèche en fait. Même mon petit de 2 ans là, à la crèche, ils font beaucoup de sorties. Et les sorties, ça peut être très simple. C'est juste expérimenter, faire partie de la vie, juste aller voir le train, la fois d'après peut-être prendre le train. Je me rappelle l'ancienne crèche, ils prenaient le bus pour se rapprocher de l'aéroport pour voir les avions décoller, tu vois. C'était très simple, mais les enfants adoraient. Ouais. C'est vraiment les petits plaisirs simples de la vie. Et donc en fait, il y a énormément d'enfants dans les transports en commun. Et donc les enfants, quand on déplace, une maîtresse déplace 20 enfants, ils sont pas, même s'ils sont sages, on les entend. Ouais. Après, il y a des wagons calmes, identifiés, qu'on n'a pas le droit de parler au téléphone, donc où il faut être calme. Donc je pense que c'est juste les wagons qu'on prend pas avec l'enfant s'il n'est pas en train de faire la sieste, ou voilà. Il y a quelque chose aussi de très festif dans la vie des familles que j'ai adoré dans la présentation de ton livre, c'est les traditions, la place qu'elles occupent dans la culture nordique, puisque ça, en fait, elles représentent de nombreuses célébrations qui rythment la vie des enfants et des parents. Est-ce que tu pourrais nous en partager quelques-unes ? Oui. Alors, il y a beaucoup de traditions autour de l'anniversaire et de Noël. Alors ça, c'est vraiment les 2 événements que les Scandinaves adorent. Ils sortent tous les drapeaux danois, rouge et blanc, ou alors en Suède aussi, tous les drapeaux sont sortis. Par exemple, alors, par rapport à cet anniversaire, le premier anniversaire de l'enfant est célébré à sa naissance. Donc, lorsque le bébé naît, il y a à peu près 1 heure qui est laissée aux parents d'intimité, où ils sont vraiment tout seuls avant de faire tous les checks du bébé, etc. Et une fois que les checks sont faits, un plateau arrive avec le petit déjeuner typique danois qu'on prend aussi le jour de son anniversaire. Et c'est le premier anniversaire de l'enfant. Donc il y a le drapeau danois au milieu de la table. Ils aiment bien manger des petits pains ronds avec du beurre, du fromage et de la confiture. Ils mélangent fromage et confiture. et boire un café ou un thé. Et donc ça, après, c'est une tradition qui reste toute la vie, puisque l'anniversaire est fêté le matin. Donc on se réveille. Et les autres membres de la famille ont dressé la table, mis les drapeaux. Alors non, mais drapeaux danois et français, même si ça se fait pas trop en France de mettre le drapeau. Non, pas du tout. Mais pourquoi pas au final ? Bah oui. Ouais, c'est aussi quelque chose qui montre qu'on se réunit, une fierté on est content, nationale. Ouais, on habite dans ce pays, il est pas parfait, et Danemark non plus, mais on est content d'être là, on est content d'être... Moi j'aime bien cette tradition du drapeau. Ouais. Donc on met les 2 drapeaux. Après il n'y a pas autant de décorations à acheter avec le drapeau français, parce que au Danemark tu peux acheter les bougies avec le drapeau, après les petits confettis avec le drapeau, enfin vraiment les serviettes. Donc bon, nous on n'a que le drapeau français comme ça. Et voilà, après tu fêtes aussi l'anniversaire, l'enfant amène des gâteaux ou cuisine quelque chose et l'amène à l'école pour le fêter dans la classe. Donc ça c'est aussi vachement sympa. Et ensuite, tu as cette tradition de l'anniversaire pour tous. Donc ça c'est vraiment une tradition que je trouve géniale dans les écoles pour éviter l'exclusion. Et les manipulations très tôt, avec ces cartons d'invitation. Donc, toute la classe doit être invitée à l'anniversaire. Ouais, c'est chouette. Et ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de super. Et on me répond souvent que oui, mais on peut pas s'entendre avec tout le monde. Non, on peut pas être meilleur copain avec tout le monde. Oui, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'apprendre à vivre tous ensemble et justement s'entendre avec tout le monde. Après, on n'est pas obligé d'être... Bien sûr, il y a les meilleures copines ou copains dans la classe, mais s'entendre avec tout le monde malgré nos différences, c'est quand même, il me semble, une base assez importante. C'est certain.
Alors, au final, selon toi, qu'est-ce qui fait que culturellement, il y a une telle différence entre les pays scandinaves, et là en l'occurrence le Danemark, et la France sur le sujet de l'enfance? Et ouais, je sais pas. C'est un mystère. C'est un mystère. Alors, je sais pas. Moi, je me demande, peut-être ça va trop loin, mais je me pose tout le temps la question. Parce que forcément, on est hyper proche géographiquement quand on y pense, et si loin au niveau des familles. Donc, il doit y avoir plein de raisons, j'en suis sûre. Mais je me demande s'il n'y en a pas quelque chose avec la bourgeoisie, notre passé de bourgeois. Tu sais, eux, ils ont un passé de vikings, paysans. Et finalement, tout ce que je décris, c'est un peu l'éducation de village, mais qui est restée dans une capitale qui est quand même aussi assez petite. Ouais. Donc, c'est un peu comme un grand village, au final. Donc, est-ce que c'est pas un peu ce passé... Les enfants, on n'a jamais attendu qu'ils soient tout nickel, tout propre, tout sage. Ça n'a jamais fait partie de leur culture. Eux, plus ils sont sales, mieux c'est. Plus ça veut dire qu'ils se sont amusés. Moi, au début, je me rappelle que j'ai trouvé ça bizarre. Quand je voyais des enfants tout sales comme ça, je me disais, mais d'où ils sortent? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Pourquoi ils sont sales comme ça, dans le train, tu vois, dans le bus? Et en fait, après, tu comprends que ils se sont amusés, c'est normal, tous les enfants adapté, le font. Ouais. Très bien, et en plus c'est en ligne avec cette phrase qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Oui, d'ailleurs je l'ai reprise dans le livre aussi. Ouais. On va bientôt se quitter. Comme je te le disais avant qu'on enregistre, j'ai une question que je pose à tous mes invités. Comme tu le sais, le podcast s'appelle Les Adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? Moi, je souhaiterais un monde... avec plus de bienveillance, et pas de la bienveillance choisie, mais une bienveillance plus générale. Donc des enfants qu'on élèverait, je pense que l'éducation doit évoluer avec son temps. Pendant une période, on devait survivre, donc on éduquait les enfants pour survivre. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade, il me semble, et pourtant, le niveau du monde, le niveau des guerres, le niveau n'a pas changé. Donc il y a quand même un décalage entre là où on devrait être en tant qu'humain, je pense, et là où on est. Et pour moi, ça passe par les valeurs qu'on inculque aux enfants, et ça peut pas venir que de l'État, ça peut pas venir que des parents, c'est une volonté collective de changer les valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour nos enfants? Qu'ils soient les meilleurs, ou qu'ils soient des êtres empathiques, sociaux, capables de comprendre les autres, avec moins d'ego. Et tout ça, tu le mets magnifiquement en valeur sur ton blog Manipani, sur le compte Instagram, et également sur ton ouvrage donc, qui vient d'être publié aux éditions DBS, Manipani, Parentalité scandinave, les secrets des enfants les plus heureux du monde. Merci infiniment Léa. Merci à toi. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.